on a fini d'expliquer les 3 allégories éclairées par la lumière de la vérité qui représentent les 3 colonnes du classement des connaissances de l'encyclopédie, avec l'imagination, la mémoire, la raison. Ces 3 idées sont dessinées sous la forme de dames avec ici l'imagination, là la mémoire et là la raison. Ce qu'il y a dans les colonnes est aussi sur le dessin. Les arts pour l'imagination, l'histoire pour la mémoire et la théologie et la philosophie pour la raison. Dans le classement des connaissances, c'est la philosophie qui a le plus de choses de marquées. C'est parce que c'est l'endroit où on se pose le plus de questions pour essayer de comprendre le monde et se rapprocher de la vérité. C'est quelque chose qu'on peut voir aussi sur le dessin. Car comme pour l'imagination, la philosophie a en dessous d'elle 2 groupes d'allégories. Ces 2 groupes de dames représentent des grands sujets de recherche pour se rapprocher de la vérité en utilisant une façon de faire qu'on appelle la science. La science permet d'apporter les meilleures explications et donc les meilleures connaissances pour se rapprocher de la vérité grâce à la raison. Parce que la science suit des étapes qui reposent sur la raison. C'est ce qu'on appelle la méthode scientifique. Pour expliquer simplement, on commence par observer quelque chose, puis on essaye de l'expliquer. C'est ce qu'on appelle une théorie. Cette théorie permet de dire ce qui va se passer. C'est ce qu'on appelle une prédiction. Pour vérifier que la théorie est vraie, on va alors faire le test le plus précis possible en ne laissant rien au hasard. C'est ce qu'on appelle une expérience scientifique. Si il se passe exactement ce qu'on a prédit, on peut alors penser que c'est la bonne explication. Mais attention, jusqu'à ce qu'une nouvelle observation ou une nouvelle expérience prouve le contraire. C'est pour ça qu'il faut toujours vérifier très attentivement les choses avant de dire que c'est vrai. C'est ce qu'on appelle l'esprit critique. La méthode scientifique a été surtout développée par un monsieur qui était à la fois philosophe et scientifique. Il vivait plus de 100 ans avant les Lumières et il a préparé le chemin pour que la philosophie des Lumières puisse naître. Ce monsieur s'appelait René Descartes. Ce monsieur est le meilleur exemple du lien entre la philosophie et la science. Il dira, pour bien construire sa raison, chercher la vérité dans les sciences. Pour ce papa qui a vu sa fille mourir de maladie, la philosophie doit servir à protéger la santé et faire en sorte que la vie dure plus longtemps, en poussant les sciences à s'améliorer toujours plus. Et ça nous mène à un autre monsieur. Parmi les messieurs qui ont préparé le chemin pour la philosophie des Lumières, il y avait aussi un monsieur qui s'appelait Rabelais. Et il a prévenu de quelque chose de très important par rapport à comment on doit utiliser les découvertes de la science. Il a dit « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Cette phrase compliquée veut dire que si on comprend la nature et qu'on peut s'en servir pour faire quelque chose, il faut que ça soit pour le bien des gens. C'est pour ça qu'il faut bien réfléchir à ce qu'on fait et pourquoi on le fait quand on utilise la science. Parce que c'est quelque chose de très puissant. Par exemple, quand on a compris de quoi sont fabriquées les choses, ce qu'on appelle les atomes, eh bien on a pu s'en servir pour faire en sorte que les gens puissent se chauffer, avoir de la lumière, sans parler de toutes les autres inventions qui font que vous entendez ma voix. Grâce à des usines à électricité qui cassent des atomes petit à petit. C'est ce qu'on appelle une centrale nucléaire. Nucléaire, ça veut dire ce qu'il y a au milieu de l'atome. Ce qu'on appelle un noyau. C'est ça qu'on casse. Mais si on décide d'utiliser ce savoir pour tout casser exprès, en cassant plein d'atomes en même temps, ça fait des bombes très dangereuses. Donc il faut choisir et toujours faire bien attention à agir avec raison. Souviens-toi,
Sur le dessin, si la raison a sur la tête une couronne comme les rois, c'est parce qu'elle doit être souveraine, c'est-à-dire au-dessus du reste. Le premier groupe sous la philosophie représente ce qui s'appelle les sciences mathématiques. Dans ce groupe, il y a 3 dames. La première a dans sa main un grand papier sur lequel on peut voir plusieurs choses. A égale B plus C, et à côté, des carrés qui forment un triangle. C'est une référence à une sorte de formule mathématique, ce qu'on appelle un théorème. Celui-ci est le plus connu de tous, le théorème de Pythagore. C'est le nom du monsieur qui nous l'a fait connaître. Ce théorème permet entre autres aujourd'hui au GPS de dire à quelle distance on se trouve de la destination quand on est en voyage. La vraie formule est A au carré égale B au carré plus C au carré. Mais vu la taille du dessin, on peut que comprendre que le monsieur qui travaillait à la main sans ordinateur pour zoomer a pas ajouté ce tout petit détail. En bas, on peut voir un rond. C'est ce qu'on appelle un cercle et il représente leur étude. Ça permet entre autres aujourd'hui de fabriquer des roues de voiture parfaitement rondes et à la même taille, sinon ça serait compliqué. Enfin, en bas de la feuille, on arrive à reconnaître le plan d'une boîte. Ça s'appelle un pavé droit. Ça permet entre autres de calculer ce qu'on appelle les volumes, c'est-à-dire la place que prend l'eau dans une bouteille par exemple. Quand on regarde où les dessins ont été faits sur la feuille que tient la dame, on comprend donc que le dessinateur a voulu nous dire que 1. On comprend les carrés, 2. On comprend les cercles, 3. On comprend les volumes. Ce qui transforme le carré en cube et le rond en boule. Le papier montre l'évolution de la capacité de comprendre de l'homme sur ce qui l'entoure et le fait qu'il arrive à le mesurer. Cette dame qui regarde son papier représente donc ce qu'on appelle la géométrie. Ce mot grec voulant dire la science de la mesure du terrain. La géométrie s'appuie sur sa voisine. Cette voisine regarde elle aussi le papier que tient la géométrie. Elle tient au bout de son bras un étrange objet, un trépied avec un robinet et une cloche de verre. Ce drôle d'engin est ce qu'on appelle un instrument scientifique. Il a été inventé par un monsieur qui utilisait la méthode scientifique. Et ce monsieur était dans la religion. C'est l'abbé Nollet. Il avait choisi de faire ce métier de religieux pour pouvoir faire plus de choses dans la vie. Car à l'époque où il y avait un roi en France, si vous étiez pas noble ou dans la religion catholique, vous étiez traité comme un inférieur et vous aviez moins de droits. L'abbé Nollet était fasciné par la science qui essaie de comprendre et d'expliquer tous les phénomènes naturels comme le vent ou les éclairs par exemple. On appelle cette science la physique. C'est un mot grec qui veut dire connaissance de la nature. Et c'est ce que représente la dame sur le dessin avec l'appareil de l'abbé qu'elle a dans la main. Cet instrument a beaucoup servi à l'abbé qui ne retenait que les faits et mettait de côté les croyances durant ses expériences. À l'époque, la physique était vue comme très bizarre. Nollet voulait donner aux gens l'envie d'étudier la physique. Pour ça, il a fait des expositions claires et amusantes. Il les a fait aussi bien à la cour du roi que sur les places des villes, auprès des gens du peuple, et ça dans toute la France. Parmi les appareils qu'il utilisait pour ses expositions, il y avait cet engin, qui sert à comprendre des choses sur l'air. Au-dessus, il y a une cloche en verre posée sur un plateau spécial. Ce plateau est relié à une pompe qui sert à retirer l'air sous la cloche. Et pour empêcher de faire revenir l'air, on a installé un petit robinet. La première expérience était de mettre simplement une bougie sous la cloche pleine d'air. Au bout d'un moment, la bougie va s'éteindre. Ce qui permettra de comprendre que l'air est composé de plusieurs choses, dont ce qu'on appelle l'oxygène, sans qui il ne peut pas avoir de flamme. La deuxième expérience était de mettre un réveil sous la cloche et de retirer l'air. Au moment où le réveil sonnait, on n'entendait aucun bruit.
ce qui permettra de comprendre que sans l'air, il n'y a pas de son. La troisième expérience, c'est celle que l'on voit sur le dessin avec l'oiseau, où on apprend que sans air, dans le vide, on ne peut tout simplement pas vivre. Une découverte scientifique triste pour l'oiseau, mais qui nous donnera plus tard la bonne idée de créer les combinaisons pour aller dans l'espace. Cet engin qui permettra de comprendre des choses sur l'air, de quoi il est fait, mais aussi son poids sur nous, c'est ce qu'on appelle la pression, permettra aussi de faire des découvertes sur le vide, qui est ce qu'il y a quand il n'y a même plus d'air. C'est ça qui donna son nom à l'engin, la cloche à vide. La cloche à vide sera dessinée à côté d'autres dames représentant la physique, surtout à côté d'un autre engin appelé baromètre, qui lui aussi fonctionne grâce à la pression de l'air et permettait de savoir le temps qu'il allait faire à l'époque où on ne pouvait pas demander à son téléphone portable. De l'autre côté, on peut aussi voir sur le dessin une des premières machines à électricité. Car oui, chercher à comprendre l'air et la pression ne suffisait pas à l'abbé Nollet. Il était en plus le plus grand spécialiste en France de l'électricité. Il travaillait à la comprendre et à la définir en finissant par construire des machines à électricité. Pour ça, il améliore une invention allemande en utilisant une roue de carrosse pour faire tourner une boule de verre sur laquelle on pose un tissu. Le frottement crée une faible électricité que l'on appelle électricité statique. C'est ça qui fait dresser les cheveux quand on porte un bonnet. Grâce à cette machine, il pouvait faire des démonstrations qui pouvaient intéresser tout le monde. Par exemple, demander à une dame de poser ses mains sur la roue et voir que petit à petit, ses cheveux se levaient au-dessus de sa tête par accumulation de l'électricité statique. Quelque chose qui amusait aussi beaucoup les gens, c'était d'allonger un enfant sur une plaque suspendue au plafond et de lui faire toucher la boule de verre avec ses pieds. Petit à petit, le garçon se chargeait en électricité statique, ce qui lui permettait de faire des petits éclairs en touchant un invité. Même si ce qui amusait le plus les dames, c'était de lui toucher le bout du nez et que celui-ci fasse un petit éclair. L'enfant pouvait aussi attirer des feuilles de papier grâce à cette électricité statique. Mais l'abbé avait eu une autre idée amusante. On posait devant l'enfant une petite table sur laquelle il y avait des feuilles d'or. Les feuilles se trouvaient attirées comme aimantées par l'électricité statique. Le garçon bougeant vite les mains au-dessus, ça faisait comme danser les feuilles d'or qui s'élevaient dans les airs avant de retomber uniquement grâce à l'électricité statique. Ce qu'on aurait pu voir comme de la magie à cette époque est expliqué par la science. Mais ce n'est pas tout. Améliorant une invention des Pays-Bas, Nollet mit au point une bouteille capable de stocker l'électricité avec des feuilles d'or. L'abbé eut l'idée de relier les bouteilles entre elles pour pouvoir stocker plus d'électricité. Et il eut l'idée de faire une nouvelle expérience. Dans le palais du roi de France, qui s'appelle Versailles, il a mis en ligne 200 soldats dans une très grande pièce qui s'appelle la Galerie des Glaces. Il leur demanda de se tenir la main, puis le premier devait toucher le pack de bouteilles électriques. Quand le premier toucha le pack, les 200 gardes sautèrent tous ensemble en même temps en poussant un cri. Ça a beaucoup fait rire le roi pour qui on avait préparé l'expérience, mais ça a surtout été une preuve pour Nollet que l'électricité va à une vitesse très rapide. Étant donné tout le travail qu'il a fait, c'est normal que l'une des inventions de l'abbé Nollet devienne sur le dessin de l'encyclopédie le symbole de la physique. Son instrument scientifique a été dessiné au pied de la vérité, et il se trouve exactement au centre du dessin. C'est un moyen de montrer la croyance dans le progrès de la science. Grâce à la création de nouveaux instruments et de nouvelles façons de faire permettant de mieux comprendre le monde, c'est ce qu'on appelle l'innovation. Sous la physique et la géométrie, il y a la dernière allégorie des sciences mathématiques. On peut voir qu'elle est la seule de tout le dessin à faire face à la vérité. Cette allégorie possède une couronne très spéciale. Elle a une série de 10 étoiles qui flottent au-dessus de sa tête, formant comme une auréole.
Pourquoi 10 étoiles? Sans doute encore une référence à Pythagore. En effet, selon Pythagore, tout ce qui existe dans le ciel et sur terre est fabriqué et rangé dans un ordre précis. Quand on parle de tout ce qu'il y a dans le ciel et sur terre, on appelle ça l'univers. Et quand on pense que l'univers est fabriqué et bien rangé en ordre, comme s'il y avait un grand architecte qui avait tout pensé, on appelle ça le cosmos, qui est un mot grec qui veut dire l'ordre de l'univers. À propos d'architecte, on peut voir que cette allégorie se trouve juste à côté de l'allégorie de l'architecture et qu'elle la touche presque. Et ça, c'est sans doute pas un hasard. Pour expliquer cette idée très compliquée, comme quoi l'univers serait ordonné de la façon la plus facile possible, Pythagore a eu l'idée de dessiner un triangle avec 10 points. Le chiffre 1, au sommet, représente l'unité, quelque chose qu'on ne peut pas séparer. Le chiffre 2, en dessous, représente ce qui s'appelle la dualité, ce qui veut dire deux choses bien différentes, par exemple le bien et le mal. Le chiffre 3 représente l'harmonie, pour faire simple, un équilibre parfait entre différentes choses. Le chiffre 4 représente les 4 éléments dont l'univers était constitué selon Pythagore, à savoir l'eau, le feu, l'air et la terre. Mais aujourd'hui, on sait que c'est plus compliqué que ça. Au final, 1 plus 2 plus 3 plus 4 égale 10. Ce dessin de Pythagore avec ses 10 points est donc censé montrer que l'univers est ordonné autour du chiffre 10. Pythagore l'a appelé tétractis, de tétra qui veut dire 4 en grec parce que c'est un triangle avec 4 éléments sur la base et de actis qui veut dire lumière rayonnante, qui brille très fort quoi. On regarde donc une dame qui représente la science de l'observation et de la compréhension de ce qu'il y a dans le ciel. C'est l'astronomie. La dame tient un autre indice, un instrument qui sert à montrer le mouvement des étoiles et des planètes avec plein d'anneaux qui se déplacent. C'est ce qu'on appelle une sphère armillaire. C'est une boule avec des ronds qui bougent dedans, pour faire simple. Et si on regarde de suffisamment près cette sphère, on peut voir 3 boules. Une première au centre, autour de laquelle tourne une deuxième boule, qui a une bille qui tourne autour d'elle. Cette bille, c'est la Lune qui tourne autour de la Terre, qui elle-même tourne autour du Soleil. Ce détail presque invisible raconte un énorme combat. La réussite de 2 façons de penser qui ont changé la façon dont les gens comprenaient le monde et l'univers, ce qui a permis à la philosophie des Lumières de naître plus tard. La première de ces 2 façons de penser est de se dire que si on veut être sûr de savoir quelque chose, il faut utiliser sa raison, qui permet de comprendre les choses. Ça s'appelle le rationalisme. Et la deuxième façon de penser est de se dire que pour être sûr de savoir quelque chose, il faut faire des expériences pour voir si c'est vrai. Ça s'appelle l'empirisme. Grâce à ces 2 nouvelles manières de penser, les gens ont mieux compris comment fonctionnait la nature, le monde et le ciel. Avant, les gens pensaient que tout tournait autour de la Terre, mais grâce aux 2 nouvelles manières de penser, ils ont compris que c'était la Terre qui tournait autour du Soleil. Ça a été très difficile de mettre en place ces idées, car la religion disait que, étant donné que les humains sont la création la plus importante de Dieu, et que les humains vivent sur la Terre, eh bien du coup, la Terre doit être au centre de tout, et du coup, tout doit tourner autour d'elle. Mais grâce aux nouvelles façons de penser qui s'appellent le rationalisme et l'empirisme, les gens ont fini par comprendre que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil. Dessiner ce petit détail dans la sphère armillaire permet de montrer le chemin parcouru pour faire gagner la vérité grâce à l'aide de la raison. Et la position de l'astronomie, de dos qui regarde la vérité en face,
pourrait être une façon de rappeler ce moment de l'histoire où il y a eu ce grand changement, où les gens ont vu le monde et l'univers d'une nouvelle façon, ce qui leur a permis de découvrir un tas de nouvelles vérités, comme si la vérité se cachait dans les astres. En plus, l'allégorie de l'astronomie se trouve presque au centre du dessin, comme pour montrer le rôle central qu'elle a eu dans la recherche de la vérité. Parce que pendant toute l'histoire, les gens ont essayé de comprendre comment fonctionne le ciel. Quand on regarde les arts, on peut voir que les 5e et 6e arts sont plus en haut et les 4 premiers arts sont plus au centre, à la même hauteur que les sciences mathématiques qui sont leurs voisins d'à côté. Pourquoi ? Sans doute parce que ces 4 premiers arts ont plus besoin de sciences pour pouvoir exister, et surtout l'architecture, qui touche presque l'astronomie. Peut-être encore une référence aux grands architectes de l'univers des déistes. Mettre l'art au même niveau que les sciences n'a peut-être pas été dessiné par hasard. À l'époque des Lumières, l'art et les sciences n'étaient pas séparés, c'était un ensemble. À l'époque, quand on parlait de culture, on ne parlait donc pas seulement des arts, mais aussi de la science. On pouvait donc être en même temps littéraire et scientifique. Par exemple, l'un des livres de Voltaire qui s'est le plus vendu était un livre qui expliquait les idées d'un scientifique qui a fait comprendre la gravité. Un monsieur qui s'appelait Isaac Newton. Voltaire dépensa aussi plein d'argent pour acheter aussi à l'abbé Nollet beaucoup d'appareils scientifiques. Si on compare l'argent de son époque à aujourd'hui, ça ferait 120 000 €. De quoi acheter une maison. Pour comprendre à quel point la science et les arts étaient proches à l'époque, le meilleur exemple est celui de la musique. Avant, la musique était vue comme une science mathématique. Elle aurait donc dû se trouver de l'autre côté du dessin. Mais là, c'est l'une des premières fois que l'on voit la musique dessinée dans les arts et pas dans les sciences mathématiques. Pourquoi ? C'est encore à cause du monsieur grec qui faisait des mathématiques qui s'appelle Pythagore. Quand la corde d'une guitare fait du bruit, c'est parce qu'elle tremble très vite. Quand une corde tremble, on dit qu'elle vibre. La vitesse de la vibration crée un son grave ou aigu. C'est ce qu'on appelle la fréquence. Et si la corde est plus ou moins longue et tendue, on peut alors faire beaucoup de fréquences différentes. Pythagore a calculé les fréquences et il s'est amusé à les multiplier et les diviser. Il a eu l'idée de mettre 2 vibrations en même temps et il en a testé plein pour voir lesquelles étaient les plus jolies à entendre. Il a trouvé et rangé toutes les vibrations jolies à entendre par 2 et c'est ce qui s'appelle l'accord. Pythagore s'est rendu compte que quand la deuxième fréquence était la même que la première, mais multipliée par 2, 3, 4 ou 8, c'était joli. On parle là d'harmonie. Avec ces multiplications et divisions, 12 notes vont être mises en place. C'est pour ça qu'on voyait la musique comme une science mathématique. Après le Moyen-Âge, l'éducation de la musique évolue et de nouveaux instruments sont inventés. Les gens décident alors de simplifier les règles strictes de Pythagore. Ça a permis de faire des nouvelles expériences et de nouvelles recherches de vibrations et d'harmonie. La musique était plus libre car moins bloquée par les mathématiques strictes de Pythagore. C'est là que les gens se mirent à voir la musique de moins en moins comme une science mathématique et de plus en plus comme un art. C'est ainsi qu'une science est devenue un art, tout en restant une science. Détail intéressant, Pythagore avait vu que les planètes dans le ciel bougeaient toujours à la même vitesse, comme la vitesse d'une corde qui vibre, mais en beaucoup plus grand. Et vu qu'il y avait plusieurs planètes, il y avait donc plusieurs cordes, avec chacune leur vibration. Ce qui fait que Pythagore voyait dans la régularité du mouvement des planètes un rythme comme une musique dans le ciel. Vous voulez une dernière preuve ? Regardez ce que regarde la musique.